Il a été l'entraîneur de grandes superstars internationales comme Lyoto Machida ou Anderson Silva. C'est un vrai plaisir d'avoir sur le plateau Daniel Voirin. Alors Daniel Voirin, ma tradition c'est de poser toujours une question simple pour débuter. En un mot, qu'est-ce que c'est le style Voirin? Le style Voirin, je dirais que moi, c'est donner des coups et pas en prendre. C'est-à-dire que je travaille beaucoup sur la distance des combattants, les déplacements et beaucoup sur l'incertitude. Voilà, c'est le style Voirin. Très bien. Alors vous avez une trajectoire très singulière parce que vous embrassiez une carrière de fighter professionnel de Muay Thai et la patatras, une blessure a dû tout vous faire arrêter et c'est comme ça que vous êtes tourné vers une carrière professionnelle de coaching. À quel moment vous avez senti justement que ce métier-là, c'était fait pour vous? Bon, en fait, quand je me suis fracturé le tibia, c'est sûr que c'était vraiment une déception parce qu'en fait c'était un combat très important. Je combattais un champion du monde à l'époque et donc ça pouvait m'ouvrir des portes sur des galas internationaux et en fait tout s'est arrêté quoi. Et surtout qu'à l'époque pour se remettre d'une fracture du tibia c'était très long hein, donc ça a mis 2 ans. J'ai recombattu par la suite mais après j'ai pris la décision d'arrêter parce que bon aussi il fallait que je gagne ma vie et je voyais que c'était trop dur quoi. Psychologiquement j'avais pris quand même un coup. Donc je me suis formé en tant qu'éducateur sportif et j'ai commencé à travailler dans les écoles avant de coacher des combattants. Et ça m'a donné le goût au coaching, quoi. Donc je suis resté à peu près une dizaine d'années à travailler dans la ville de Châtillon à l'époque. Et suite à ça, je suis rentré dans la commission éducative de l'équipe de France de Muay Thai parce qu'ils avaient besoin de spécialistes, on va dire, en éducation, quoi. Et donc, après ça, je suis devenu entraîneur de l'équipe de France de Muay Thai. Et par la suite, voilà, quoi, je suis parti au Brésil parce que ma femme est brésilienne. J'adore le soleil et la samba. Je ne suis pas parti pour le MMA, ça faut le dire. Alors vous êtes un entraîneur avec un brevet d'État en France, donc reconnu. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'avoir un brevet d'État d'un côté et d'enseigner une rubrique qui est encore interdite en France? C'est vrai que c'est paradoxal, mais bon, ça aide beaucoup quand même d'avoir le brevet d'État. Moi j'ai un brevet d'État spécial, ça s'appelle le sport pour tous. En fait, ça englobe tous les sports en initiation. Mais bon, ma spécialité étant le Muay Thai, bien sûr j'ai des diplômes fédéraux. Mais c'est vrai que c'est paradoxal, mais bon, il faut faire avec. Hein. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on travaille sans diplôme. Hein. Au Brésil, non, il faut un diplôme qui est moins compliqué qu'un brevet d'État. Mais bon, voilà quoi. Je pense que c'est important d'avoir un brevet d'État d'une autre discipline, au moins. Ça vous donne une ligne directive. Il faut avoir une formation, au moins sur le plan théorique. Donc, ouais, c'est paradoxal, mais c'est la France. Hein. La France, c'est comme ça. Alors justement, on parlait de la légalisation il y a quelques semaines sur ce plateau. Comment vous voyez l'avenir du MMA en France par rapport à la légalisation justement? Je vois un avenir brillant parce qu'on a des sacrés combattants en France. Hein. On le voit déjà dans les autres disciplines, hein, que ce soit le judo, le karaté, le muay thai, la boxe. On a vraiment une culture sportive en France et je pense que le monde va se rendre compte du niveau des combattants français quand le MMA va être légalisé. Parce que automatiquement, quand ils vont légaliser le MMA, ce qui va se passer, c'est que ça va ouvrir des espaces pour les combattants français, pour les grosses orgas comme l'UFC, Bellator, et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet et ça va vraiment être super, quoi. On l'espère, nous aussi. Alors, vous avez une expérience de plus d'une quinzaine d'années en coaching. Comment vous avez vu l'évolution de la discipline du MMA? Je suppose qu'il y a eu pas mal d'évolutions techniques, au niveau du coaching aussi. Qu'est-ce qui a changé depuis vos débuts? Moi, honnêtement, contrairement aux autres, moi, je suis un peu, on va dire, je suis quelqu'un d'ouvert. Hein, je regarde tout ce qui se passe, je visionne beaucoup de vidéos, je regarde beaucoup de coachs, je regarde beaucoup de coachs entraîner pour voir leur façon de travailler. Mais moi, je suis quand même, dans ma tête, je suis un peu old school, quoi. En fait, ce qui fonctionne, c'est des trucs basiques. Hein. Des fois, on cherche toujours
des nouvelles choses, mais à la fin, on revient toujours à la même chose, quoi. C'est deux gars qui se tapent dans une cage, quoi. Je veux dire, qui se tapent, qui combattent dans une cage. Donc, non, mais je suis assez ouvert. Là où j'ai été surpris la première fois, pour vous dire la vérité, c'est que, par exemple, moi, en tant que Français, je suis assez structuré. Donc, justement, je venais des écoles. Et quand j'ai commencé à coacher les Brésiliens, au Brésil, c'est complètement le contraire. Ils sont un peu déstructurés, mais ça n'empêchait pas des bons résultats. Donc, qui a la vérité? Donc, je pense qu'il faut être assez ouvert et il faut croire en ce qu'on fait. Et on suit son chemin, quoi. Alors justement, en parlant de Brésil, expliquez-nous comment on devient l'entraîneur de superstars comme Anderson Silva, par exemple. Ben, franchement, ça a été une galère. C'est pas facile. Il y a peut-être de la chance, du talent, je sais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé au Brésil et j'ai commencé à entraîner, à faire du porte-à-porte, en vérité, à l'ancienne, quoi. J'allais frapper dans les gyms pour essayer de proposer mes services. Il y en a pas mal qui se foutaient de ma gueule, vu ma taille, parce qu'au Brésil, il y a un peu un décalage. Ils ont l'impression que c'est des gars costauds qui vont encadrer le Muay Thai. Donc j'ai eu beaucoup de pression aussi. Parce qu'au Brésil, à l'époque, le Muay Thai n'était pas très développé. Et moi, je venais quand même d'un Muay Thai du pays, presque du Muay Thai, je dirais, parce que la France, on a vraiment un niveau de Muay Thai très élevé. Donc je montrais des techniques qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils me boudaient un petit peu. Et après, j'ai commencé à entraîner les jeunes de Favela, une équipe qui s'appelle la Rénovation Fight Team, la RFT. Et grâce à cette équipe en fait, que j'ai pris en main, au niveau du striking, MMA, hein, bien sûr pas au niveau du sol qui n'est pas ma spécialité, on a commencé à avoir des résultats spectaculaires. Et donc j'ai commencé à être connu un peu dans le milieu du MMA brésilien. Bon, ça a pris du temps, hein. J'ai même entraîné Ricardo Arona, pour ceux qui connaissent les anciens, quand il a combattu Sakuraba. Et après j'ai subi des pressions, donc je ne pouvais plus l'entraîner. Et bon, grâce à cette équipe, la RFT, je me suis fait connaître par l'équipe de la Black House, la première Black House qu'ils ont montée au Brésil. Et j'ai commencé à entraîner, le premier champion, c'était Machida, avant qu'il rentre à l'UFC. Et après, j'ai suivi Machida pour à peu près 7 ou 8 combats. Donc j'ai commencé à voyager avec lui. Anderson s'est intéressé à moi, mais il faut savoir qu'Anderson, quand il s'est intéressé à moi, c'était à Las Vegas. Il m'avait demandé de venir l'entraîner, j'avais dit non. J'avais dit non parce que en fait, j'étais surbooké, j'étais fatigué, je voulais voir ma famille. Et en fait, il faut savoir que quand vous entraînez des combattants de haut niveau comme ça, eh bien, en fait, ils vous trimballent à droite, à gauche, vous n'avez plus de famille, quoi. Donc, carrément, vous habitez avec eux. Donc, j'avais dit non à l'époque. Et après, il est revenu me rechercher. Je suis sorti de Machida et j'ai entraîné Anderson Silva. Alors justement, en parlant de relations avec les combattants stars, quel type de relation on peut avoir justement avec un fighter de la sorte? Parce que c'est des superstars, elles sont sursollicitées. Est-ce que c'est pas difficile justement d'avoir une vraie voix envers ces personnes-là, en fait? Bah oui, c'est difficile parce que déjà, vous n'êtes pas le seul entraîneur. Il faut savoir que moi, c'était la partie pied-point. Vous avez le gars qui fait le sol, vous avez le lutteur, vous avez un peu de tout, hein. Donc, c'est vrai que déjà, il y a des pressions entre entraîneurs parce que tout le monde veut mettre son grain de sel. Il faut savoir aussi que la superstar, elle vous paye. Donc, les rôles s'inversent. C'est-à-dire que vous devenez son employé quelque part. Donc c'est assez compliqué, il faut savoir. Vraiment, c'est vraiment une question d'adaptation. Ben, pour ne pas perdre votre job, hein. C'est pas à l'ancienne, je vais crier sur le gars, la Rocky Balboa, ou non, ça ne marche pas comme ça. Justement, il y a des fois, il faut savoir se taire, il y a des fois, il faut savoir l'ouvrir, c'est assez complexe, hein. Et c'est vrai que psychologiquement, c'est assez dur. Mais super expérience, quoi. C'est le top, quoi. Alors justement, en parlant d'engueulade, racontez-nous peut-être la plus grande engueulade que vous avez eue avec un fighter. Une grosse engueulade que j'ai eue avec Anderson Silva, c'est quand on s'est séparés en fait. On s'est séparés, c'était assez violent, c'est vrai. Bon, je parle verbalement parce que j'allais pas me taper avec lui, hein. C'est sûr que j'aurais pas gagné. Donc, en fait, c'était suite à en fait, il m'avait manqué de respect. C'est-à-dire que bon, faut savoir qu'on est mis on est mis dans des conditions assez difficiles avec les combats, parce qu'avec la pression, parce qu'il faut que le combattant il gagne, mais toi en tant qu'entraîneur, il faut que tu aies des résultats. Donc un jour, il m'avait très mal parlé, il m'avait même limite humilié, parce qu'il faut savoir que ces superstars, ils se sont mis sur un piédestal, et à un moment, même s'ils te parlent mal, ils ne se rendent même pas compte. Il y a un moment, il ne se rend plus compte de rien. C'est Dieu, quoi, Dieu en personne. Donc moi, je l'avais très mal pris. Je suis père de famille, mais manqué de respect. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais bon, enfin bref. Et en fait, je suis parti et j'ai mis dans la presse, à l'époque, ça avait fait un gros truc. J'ai mis dans la presse comme quoi je quittais Anderson Silva. Jamais on m'a autant contacté de ma vie. J'ai reçu des messages de la presse du monde entier. Je quitte Anderson Silva. Lui, il m'a appelé à minuit parce qu'il ne voulait pas qu'on se quitte, justement. Et bon, là, entre nous, je l'ai insulté, quoi.
J'ai vidé mon sac. Allez, voilà, j'ai vidé mon sac et on s'est séparés, quoi. Mais bon, on s'est revus maintenant, on se revoit tout le temps. Hein. Et ils en parlent encore. D'ailleurs, même les Brésiliens, ils en parlent encore de cette histoire parce que c'était un clash assez. Mais bon, je l'ai senti comme ça. Soulagé, franchement, ça m'a soulagé. Ouais. Mais je me suis retrouvé sans argent après. Hein. Ça m'a soulagé dans tous les sens du terme. Hein. Ah, ça, c'est une autre histoire. Alors, vous qui êtes spécialiste du striking, comme vous le disiez via votre carrière de Muay Thai, ça sera ma dernière question de cette interview. Selon vous, qui est le meilleur combattant actuel en striking? Ah, en striking, je sais pas, parce que c'est compliqué à dire, en fait. Parce que le striking, c'est pas spécialement celui qui a la meilleure technique, en fait, qui est le meilleur combattant de striking. Parce qu'on voit en MMA, des fois, il y en a qui n'ont pas beaucoup de technique. C'est-à-dire qu'ils ont un style vraiment horrible, mais ils sont très efficaces. Donc, c'est dur. Là pour le moment, je sais pas. Moi, je dirais c'est celui qui met le plus de KO, hein, parce que celui qui met le KO, c'est lui qui a la vérité. Hein. Je dirais que McGregor était assez efficace dans son style. Celui qui m'a impressionné le plus au niveau des KO, c'était Dan et Anderson Silva aussi, qui mettait des KO spectaculaires. Mais là, pour le moment, je trouve que non, je vois pas. Ngannou qui a fait un KO impressionnant contre Overeem. Au niveau striking pur, technique, je sais pas. Là, vous me posez une colle. Allez, merci Daniel pour ce très bel échange. Vous interviendrez tout à l'heure par rapport à notre débat sur la préparation des fighters. Allez, ne bougez pas, le reste de l'émission juste après ce petit jingle.